Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu ce samedi une conversation téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron. Les questions régionales d'intérêt commun ont été évoquées. Le Conseil des ministres tiendra demain sa réunion périodique sous la présidence de Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'ancien chef du gouvernement, Blaid Abdeslam, n'est plus. Il est mort à l'âge de 92 ans. Nous revenons dans ce journal sur les étapes de sa vie et sur son engagement politique au service de l'Algérie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ses condoléances à la famille du défunt. 283 nouveaux cas de contamination, 136 guérisons et 7 décès durant les dernières 24 heures. Un pic de contamination jamais atteint depuis le début de la pandémie. À Ain Timouchent, l'hôpital de l'Amriya est saturé. Nous aurons sur ce plateau les explications et les conseils du docteur Mohamed Bekat Berkani. Avec le confinement, le nombre des accidents domestiques a sensiblement augmenté. Nous irons à la clinique des Grands Brûlés à Alger. Nous écouterons les témoignages des enfants brûlés et le conseil des médecins. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu ce samedi une conversation téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron, selon un communiqué de la présidence de la République. L'entretien s'est déroulé dans une ambiance empreinte de parfaite cordialité et d'amitié partagée et a permis aux deux présidents de passer en revue les relations bilatérales pour convenir de reprendre les contacts au plus haut niveau et de relancer la coopération dans tous les domaines. L'entretien a permis aux deux présidents d'avoir un échange sur les questions régionales d'intérêt commun à la lumière des derniers développements de la situation au Sahel et en Libye, sur lesquels une concordance sur les points de vue s'est dégagée, précise le même communiqué. Je le disais en titre, le Conseil des ministres tiendra demain sa réunion périodique sous la présidence de Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, selon un communiqué de la présidence de la République. Lors de cette réunion, le Conseil examinera nombre d'exposés relatifs au secteur de l'énergie, des travaux publics et de la santé. Et suite au décès du Moujahid et ancien chef du gouvernement, Blaid Abdeslam, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à ses compagnons d'armes, dans lequel il a loué son parcours de militant au sein du mouvement national pendant la guerre de libération nationale et par la suite, au service de l'Algérie indépendante. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a exprimé dans son message sa profonde tristesse et sa grande affliction, implorant Dieu le Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les chouhada, les croyants et les justes. Et suite à ce décès, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. On revient sur le parcours riche au service de l'Algérie du défunt Blaid Abdeslam. Il est résumé ce soir par Adel Bouhames. خارج الجزائر ما فيش مستقبل. هذه بلادنا يلزم نعيشوا فيها ويلزم نجد روحنا عليها. Natif de Ain el-Kbira sur les hauteurs de Sétif, Blaid Abdeslam a vu le jour en juillet 1928, bien avant le déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Il milite au sein du Parti du peuple algérien, puis au sein du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Il rejoint le Front de libération nationale le mois de mai 1955. 2 mois après, il va créer avec un groupe d'étudiants l'Union générale des étudiants musulmans algériens, l'UGMA, l'organisation estudiantine qui annoncera la grève des étudiants le 19 mai 1956. Il rejoint le commandement de la Révolution dans la base ouest, où il est chargé de plusieurs missions. Il est ainsi désigné en 1958 en tant que vice-ministre des Affaires sociales et culturelles avant d'être nommé au cabinet du gouvernement provisoire de 1961 jusqu'à l'indépendance. Après l'annonce du cessez-le-feu, il est chargé de gérer les affaires économiques au sein de l'exécutif provisoire. Au lendemain de l'indépendance, il est appelé à occuper plusieurs postes de responsabilité. Il est désigné comme chef de la délégation algérienne chargée des discussions avec la partie française sur les affaires énergétiques en suspens, avant d'occuper le poste de directeur général de la Sonatrach.
En 1965, il devient ministre de l'Industrie et de l'Énergie, poste qu'il gardera jusqu'en 1977 pour devenir ministre des Industries légères. Bel'aïd Abdeslam a occupé également le poste de chef de gouvernement entre 1992 et 1993. Le défunt est l'auteur de plusieurs ouvrages politiques, économiques et historiques qui ont enrichi la Bibliothèque nationale. Ce communiqué maintenant des services du Premier ministère. À l'occasion du remaniement ministériel du 23 juin 2020, le député à l'Assemblée nationale populaire, Samir Chhabna, a été nommé ministre délégué de la communauté nationale à l'étranger. Lors des consultations pour la constitution du gouvernement, Samir Chhabna a accepté le portefeuille de ministre délégué chargé de la communauté nationale à l'étranger, sans pour autant déclarer sa double nationalité. Il a été demandé à Samir Chhabna de se conformer aux dispositions prévues par la loi numéro 1701 du 10 janvier 2017 fixant la liste des hautes responsabilités de l'État et des fonctions politiques dont l'accès requiert la nationalité algérienne exclusive et de renoncer à sa nationalité étrangère. Devant son refus, et sur décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, sa nomination en tant que ministre délégué de la communauté nationale à l'étranger a été annulée. Par conséquent, Samir Chhabna ne fait plus partie du gouvernement. Avant de donner la parole à notre invité, le docteur Mohamed Bekat Balkani, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. Le dernier bilan a été communiqué cet après-midi par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Aujourd'hui, le samedi 27 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 283 nouveaux cas, 136 patients guéris, 49 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec l'enregistrement de 283 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 12 968, soit une incidence de 29,5 cas pour 100 000 habitants, en sachant que 33 wilayas sont en dessous de la moyenne nationale et 15 wilayas sont au-dessus de la moyenne nationale. 9 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 24 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 15 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré de nouveaux décès. 7 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre total des décès cumulés à 892. 74% des décédés sont âgés de 60 ans et plus, et parmi les 7 décès, 6 ont une maladie, une comorbidité, c'est-à-dire une maladie chronique, soit le diabète, soit l'hypertension, ou les deux associés. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est à ce jour de 9 202, dont 136 patients sont guéris et ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 49 patients en soins intensifs au niveau de nos hôpitaux. Pour ce qui est des messages importants, dans cette phase toujours qui est un peu difficile avec l'augmentation du nombre de cas, nous devons rester vigilants, nous appelons nos concitoyens à rester très vigilants, à faire attention, à respecter les règles de prévention, les mesures générales, les mesures barrières, c'est-à-dire le respect de la distanciation physique, le lavage des mains, l'utilisation de la solution hydroalcoolique et surtout le port de masque qui est obligatoire. C'est toutes ces mesures barrières qui vont nous permettre d'arrêter la transmission de ce virus. Et il faut faire également attention, il faut protéger la santé de nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Vous avez vu un peu les décès, c'est surtout les malades chroniques qui sont décédés. Donc protégeons nos parents, nos grands-parents de ce virus qui est souvent mortel. Merci de votre attention. Et j'ai annoncé en titre l'invité de ce 19h est le président de l'Ordre des médecins et membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie, le docteur Mohamed Bekat Balkani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de voir, l'Algérie vient d'enregistrer un pic de cas de contamination. 240 hier, 283 aujourd'hui. Faut-il s'inquiéter? C'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons assisté ces derniers jours à une tendance haussière. Chaque jour, vous avez une augmentation de nombre de cas qui sont découverts à travers notre pays. En particulier, dans certaines régions précises, région des Hauts-Plateaux, vous avez le centre de l'Algérie, c'est-à-dire Alger Blida,
Sétif, Batna, Constantine, Biskra, vous avez une espèce d'onde de choc qui s'est faite. Et ceci n'est pas quelque chose qui n'est pas explicable. On peut aisément trouver des explications locales par rapport en particulier au comportement de nos concitoyens. Il est clair que les pouvoirs publics ont engagé depuis très longtemps une lutte sans merci contre cette épidémie qui a été du reste stabilisée pendant longtemps, et en particulier pendant le mois de Ramadan où le confinement a été observé, où les gestes barrières ont été observés, mais ceci dit, depuis la fin du Ramadan et le retour au déconfinement partiel, nous avons remarqué le comportement, disons, irréfléchi d'un certain nombre de nos concitoyens, en particulier dans ces wilayas où aujourd'hui on constate qu'il y a une hausse. Alors, situation inquiétante, situation grave, situation à redresser, situation qui n'est pas désespérée. Vous avez des pays qui sont autrement plus touchés que nous, mais pour nous, l'Algérie qui a mis tous les moyens pour préserver, comme le dit le président de la République, la santé humaine et l'être humain, il faut autrement plus d'application. Et vous restez avec nous. Nous allons à Ain Timouchent, où l'hôpital d'El Amria est saturé. Le personnel soignant, vous allez le voir, est à bout de souffle. Il lance un énième appel aux citoyens à respecter les mesures de prévention. Les malades atteints de coronavirus décrivent des douleurs insupportables. Reportage de Khadra Chiker, commentaire signé Amel Bouakba. L'hôpital de référence dédié à la prise en charge des patients atteints de Covid-19 de l'Amria connaît depuis quelques jours une augmentation du nombre d'hospitalisations. Il se retrouve complètement saturé. Au minimum 35 malades. Au minimum. هذا على هذا الشيء صاير دوك السلطات والجهات باش تحل مستشفيات واحد اخرين وحلينا هذه 2 جور ولا 3 جور المستشفى سيدي عايد وين في نهار واحد دخل 25 malades. Chaque jour, de nouveaux malades sont hospitalisés, nécessitant des soins intensifs. Malgré l'épuisement, le personnel soignant reste pleinement mobilisé pour prendre en charge les patients qui souffrent de complications. الطبي اللي راه قايم بيا هنا في الليل وفي النهار. تحس بصدرك مبلع؟ قول مبلع. وبداتك خطره واحده؟ Dans certains cas, nous devons garder les malades jusqu'à la prochaine garde, car ils doivent être surveillés constamment. C'est pas facile. Affronter l'amour, c'est une chose. Et préparer le malade باش يمشي للقبر تاعو c'est un drame. Nous avons délaissé nos familles pour prendre soin des malades. Ces derniers doivent nous aider et faire preuve de vigilance. Et justement, la seule manière d'aider le personnel soignant, c'est d'observer un strict respect des mesures barrières afin d'éviter un rebond des contaminations et alléger la pression sur les hôpitaux. Comment alléger la pression sur les hôpitaux? Une autre question qu'on a envie de vous poser aussi, Monsieur Bekat Barkani, c'est comment faire prendre conscience à nos citoyens de la gravité de la situation? Écoutez, ça fait des semaines que nous sommes en train de marteler dans tous les plateaux de télévision, dans la presse écrite, ce qu'on appelle des mesures barrières, c'est-à-dire le port du masque qui est une obligation légale, le lavage des mains, la distanciation physique. Mais malheureusement, nos concitoyens, et surtout dans les régions qui ont été impactées, ne l'entendent pas dans cette oreille. Alors, comment abréger la pression sur les hôpitaux? C'est que nos concitoyens, à travers les images que vous avez montrées de gravité, peuvent, eux, avoir des parents ou eux-mêmes être victimes de ce genre de maladies graves, de ce genre de difficultés respiratoires, où les médecins font ce qu'ils peuvent. Ils sont en première ligne, les médecins des hôpitaux, et ils sont proches du burn-out. Tous les collègues, qu'ils soient les professionnels de santé, vous avez les médecins, les infirmiers, sont proches de la rupture. Il faut que nos concitoyens sachent qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir de cette situation, c'est de respecter, n'est-ce pas, toutes les consignes qui sont données. Et ça, ce sont des consignes qui sont bien adaptées dans certains pays, qui sont arrivés à surmonter, à équilibrer l'infection rampante et la circulation du virus. Il ne faut pas croire
que l'individu, il y a des gens dans notre pays qui pensent ne pas être concernés. Fait plus grave, il y a des gens qui ont la négation, qui vous disent ça n'existe pas. Alors, 300 cas presque aujourd'hui, jusqu'où allons-nous comme ça, dans cette prise de conscience? Le peuple algérien doit savoir qu'il s'agit d'une maladie grave, importante. Le virus il se déplace à une vitesse, il n'y a pas de vaccin. Et il est grave souvent. Par conséquent, nos possibilités hospitalières, vous les avez vues aujourd'hui, elles ne sont pas encore dépassées. L'État régalien fait ce qu'il peut. Il a mis, Monsieur le Président de la République a mis sur la table des millions de dollars pour dire sortez-nous. Mais écoutez, il faut que nos concitoyens fassent une prise de conscience totale et générale. Il faut aussi que les lois s'appliquent. Quand on dit obligation du port du masque, il faut l'obliger. Et probablement, nous irons vers un reconfinement partiel dans certaines régions qui représentent un danger pour d'autres régions qui ont un taux tout à fait normal et acceptable. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On retiendra le respect des gestes barrières, le port du masque qui est obligatoire. Merci Dr Mohamed Bekat Barkani. Je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des médecins et membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et vous le savez, cette pandémie, ce confinement plutôt a provoqué plusieurs accidents domestiques. L'établissement hospitalier spécialisé des brûlés d'Alger recense des centaines de cas de brûlures en premier, deuxième et troisième degré. Salah Delbel a rencontré des médecins qui appellent les parents à faire preuve de vigilance et des enfants en convalescence qui racontent les accidents qui ont changé leur vie. Attention, certaines images sont difficiles à regarder. Victime d'un accident domestique grave provoqué par l'explosion d'une bouteille de gaz butane, le petit Khaled, à peine 12 ans, se retrouve à la clinique des Grands Brûlés de l'avenue Pasteur, à Alger. Je jouais avec mon frère quand il a ouvert la bouteille de gaz. Il ne savait pas qu'elle était pleine. Et au moment où nous avons allumé le briquet, tout a explosé. Par la suite, j'ai été évacuée par la protection civile. Je conseille à tous les enfants de ne pas jouer avec le gaz et le feu. Chaque cas est différent, à l'exemple de Meriem et Amir, âgés de 2 ans, tous deux brûlés à l'eau bouillante. Durant le mois de Ramadan, ma fille jouait avec ses cousins. Et à ce moment-là, elle est partie dans la cuisine rejoindre sa tante qui cuisinait. Subitement, de l'eau bouillante s'est versée sur son corps. Nous nous sommes ensuite dirigés vers l'hôpital de Douera. Ensuite, ils nous ont envoyés à la clinique centrale d'Alger, où ma fille est restée 23 jours dans le coma. Je regrette énormément d'avoir laissé ma petite fille toute seule. Les services de cette structure ne désemplissent pas, notamment durant ces derniers mois. Le nombre de victimes d'accidents domestiques n'a pas cessé d'augmenter. Cela s'explique par le confinement et le manque de vigilance de la part des parents. On a reçu, le mois de Ramadan, plus de 500 malades. C'est-à-dire, parmi les 500 malades, il y a eu une trentaine qui ont nécessité une hospitalisation. Il y a même eu des décès. Les blessures sont physiques, mais également psychologiques, un aspect qui n'est pas négligé d'après les spécialistes. Même après la guérison, une prise en charge s'impose. Il faut voir les conséquences de la brûlure. Ces conséquences physiologiques, morphologiques, la prise en charge morale de le malade, c'est très difficile. Vous savez, il y a des malades qui restent ici 4 mois, 5 mois, à cause d'une légère imprudence. Pour éviter ces drames, un appel à plus de prudence est lancé. Être très attentif, être très vigilant, surtout aux périodes de confinement. Le manque de concentration et le manque de vigilance de la part des parents peuvent nous procurer des choses très très graves. En plus des brûlures, d'autres accidents domestiques peuvent survenir. Les chutes, les asphyxies, les blessures par objets tranchants ou même les chocs électriques. Ce qui impose aux parents de redoubler de vigilance, notamment en cette période.
Et pendant cette période de confinement, les secteurs de l'État ont continué à fonctionner. Qu'en est-il du secteur privé? On vous montre ce soir comment la production de l'agroalimentaire à Blida a fait tourner ses usines, parfois 24 heures sur 24, pour continuer à approvisionner les grandes surfaces. De nouveaux employés ont même été recrutés en urgence. Reportage, Menel Lajala, commentaire signé Nassima Imloul. Blida se taille la part du lion de la production industrielle nationale hors hydrocarbures. La région est considérée comme un pôle d'excellence dans le domaine de l'agroalimentaire, moteur du développement de l'économie du pays. Plusieurs entreprises implantées dans la région, actives dans cette filière et pèsent plus de 60% de la production nationale. Grâce à l'accompagnement des pouvoirs publics qui nous ont aidés avec l'approvisionnement de la double quantité en blé tendre et en blé dur, habitués à recevoir, nous avons atteint une production abondante en semoule, en farine et en pâtes alimentaires en général. Et nous avons atteint l'autosuffisance à l'échelle locale et nationale. En dépit de la crise sanitaire du coronavirus qui a frappé la wilaya, l'établissement a continué son activité grâce à un plan de travail bien ficelé en vue de garantir l'approvisionnement du marché local en différentes denrées alimentaires nécessaires. Après la mise en congé de certains travailleurs pendant cette crise sanitaire due au coronavirus et l'assurance de leur confinement, nous étions obligés d'en recruter d'autres pour garantir la continuité du travail. Ce groupe montre la voie aux autres opérateurs économiques pour aller de l'avant dans leurs activités respectives et assurer l'approvisionnement du marché local en produits alimentaires tout en gardant leur vigilance à ses plus hauts niveaux. Et justement, pour assurer cet approvisionnement, il faut que les récoltes soient au rendez-vous. La filière du maïs gagne du terrain à Adrar. L'activité attire de plus en plus d'agriculteurs. Pour mieux la développer, ils ont besoin de plus d'accompagnement et un raccordement au réseau électrique. Adel Bouhames. Avec 2 récoltes par année, la culture du maïs semble gagner du terrain à Stahazi, dans le périmètre de Zawiet Kounta, au sud de Adrar, en dépit des difficultés. J'ai besoin d'un crédit bancaire et je suis prêt à le rembourser, pourvu qu'il soit bien échelonné selon un calendrier. Nous voulons des solutions à nos problèmes. On ne veut plus les revivre l'année prochaine. Nous avons un problème récurrent d'électricité. Le générateur électrique nous coûte très cher. Et s'il tombe en panne, je vous laisse imaginer les pertes. Nous sommes très satisfaits de cette récolte, une opération totalement réussie grâce à la moissonneuse. On n'a enregistré aucune perte, ce n'est plus comme avant, où on perdait beaucoup de notre récolte. On n'arrivait plus à nous acquitter des dettes de la Sonalgaz, de l'Onsège et du Crédit RFEG. Des problèmes persistants qui risquent de venir à bout de la volonté de ces agriculteurs qui aspirent à un meilleur accompagnement. Nous avons entamé les préparatifs de la prochaine saison. Nous appelons le ministère de l'Agriculture à trouver des solutions à nos problèmes, notamment nos dettes cumulées auprès de la Badr et de la Sonalgaz. Nous sommes au courant de ces problèmes. Ils ont été soulevés lors des différentes rencontres qu'on a eues avec eux. Et ils seront présentés à la tutelle pour assurer aux agriculteurs un accompagnement depuis la saison des labours de maïs jusqu'à la saison de la moisson-battage. Des mesures à même de booster cette filière et pourquoi pas s'orienter vers l'export à moyen ou à long terme. Bonne nouvelle pour les Algérois et pour les visiteurs de la capitale. La promenade des Sablettes à Alger ouvre bientôt au public. De nouveaux projets justement sont en cours de réalisation. Une jetée de 300 mètres, plage artificielle, des restaurants et des piscines naturelles à Bebloued. Des projets presque finis. De quoi faire rêver Amel Bouharba. La façade maritime d'Alger, l'une des plus belles au monde, comme ici à la promenade des Sablettes, lieu touristique très prisé qui s'offrira un nouveau look après les récentes opérations d'aménagement. Plusieurs travaux sont en cours, notamment sur la côte ouest, pour l'ouverture d'une plage artificielle qui s'étend sur 700 mètres. Le taux d'avancement de ces travaux a dépassé les 90%. Elle devra être réceptionnée incessamment.
Nous allons réceptionner la façade maritime avec tous ses aménagements cette année. Elle sera dotée de multiples structures telles que les restaurants et les espaces de divertissement au profit des enfants. Nous allons également réceptionner les projets réalisés sur la côte ouest, tels que les parkings ainsi que la plage artificielle et la jetée qui s'étendra sur 300 mètres. Cette façade disposera également des sièges de la sûreté urbaine et de la protection civile, ainsi que de l'Office des sports et des loisirs en tant que gérant du complexe des Sablettes. De quoi offrir toutes les commodités pour la détente et la sécurité des estivants. Malgré le confinement, les travaux d'aménagement de la façade maritime d'Alger vont bon train. Plusieurs projets commencent déjà à prendre forme sur plus de 96 km. 17 points sont aménagés tout au long de la façade maritime. 6 sont d'ores et déjà finalisés, notamment à Raïs Hamidou et à Bab el-Oued, qui seront dotés de ports et de piscines naturelles. Autant de projets qui permettent à la baie d'Alger de retrouver son lustre d'antan. Une manière aussi de réconcilier les Algérois avec la mer et leurs quartiers marins. S'entraîner, mener sa vie d'athlète ne doit pas être chose facile en cette période de confinement, surtout lorsqu'on prépare les Jeux Olympiques. Le boxeur vice-champion du monde en 2013, Mohamed Flissi, s'entraîne avec les moyens du bord à Boumerdès. Il est déterminé, vous allez le voir, à inscrire son nom en lettres d'or au prochain JO. Portrait signé Sid Ahmed Bouraïb. Tel un guerrier, Mohamed Flissi rentre dans son arène, plein d'envie et avide d'une médaille olympique. Salle de sport et terrain fermé, crise sanitaire oblige. Le natif de Boumerdès essaie de garder la forme du mieux qu'il peut. On n'a pas où s'entraîner. Mais grâce aux sportifs de la région que je remercie et qui m'ont aidé à aménager cet espace en salle de sport en plein air, je peux poursuivre ma préparation, même avec des moyens très simples. Mohamed Flissi, vice-champion du monde en 2013 et multiples fois champion d'Afrique, ne cache pas ses ambitions de médaille à Tokyo, la seule qui manque à son honorable palmarès. Le report des Jeux Olympiques handicapera tous les athlètes, pas moi seulement, ou bien juste les athlètes algériens. Le monde entier est préoccupé par cette pandémie. Mon objectif reste toujours de décrocher une médaille olympique, vu que je me suis déjà imposé au niveau mondial, africain et arabe. Privés des JO cet été qu'ils préparaient depuis plusieurs années, les sportifs vont devoir repartir de l'avant. Pas forcément évident à gérer, y compris sur le plan psychologique. En tant que sportifs, nous n'avons pas le droit d'arrêter la préparation malgré le report des JO. Nous nous efforçons en chaque occasion à faire honneur à l'Algérie. Le boxeur algérien a aussi été désigné comme président adjoint de la commission des athlètes du Comité international des Jeux méditerranéens. Il pourra désormais participer aux visites de la commission de coordination des Jeux méditerranéens 2022 à Oran pour des questions concernant les athlètes. Un autre objectif pour notre champion, c'est aussi d'offrir à l'Algérie une médaille d'or lors de ces mêmes Jeux. J'avais une discussion avec le président du Comité international des Jeux méditerranéens, où il m'a fait une offre pour rejoindre la commission des athlètes en tant que membre. Lors de la dernière réunion du comité exécutif, les membres m'ont plébiscité pour devenir président adjoint. J'espère être à la hauteur de leur confiance et notamment à Oran en 2022. Mohamed Flissi n'oubliera pas de lancer un message au peuple algérien, leur demandant d'agir avec sagesse et de respecter les consignes sanitaires en ces temps de pandémie. Je voudrais remercier les médecins et les infirmiers pour tous leurs sacrifices. Il y en a qui n'ont pas revu leur famille depuis plusieurs semaines. J'implore Dieu pour qu'il nous délivre de ce virus et je demande aux citoyens de respecter les mesures dictées par les pouvoirs publics. Humble et travailleur, il aspire à écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la boxe algérienne.
avant de céder sa place aux générations futures. Et nous terminons ce journal avec un pan dans notre riche patrimoine culturel. À Adrar, le Qsar de Tamantit renferme l'une des plus riches réserves de manuscrits en Algérie. On y trouve par exemple un ouvrage de Sahih al-Bukhari et un autre de Imam Malik. Leur valeur est inestimable, un patrimoine qui a plus que jamais besoin d'être protégé et valorisé. Moulana Ouelhamoudi. Situé à 10 km du sud de la wilaya d'Adrar, le Qsar de Tamantit, véritable joyau architectural et l'un des vieux qsurs sahariens ayant marqué l'histoire du Sahara et de toute l'Afrique du Nord. Il renferme des manuscrits vieux de plusieurs siècles. Dans la vieille kasbah de Ouled Sidi el-Bekri se trouve le plus riche réservoir de manuscrits au niveau national. Cette bibliothèque renfermait près de 3600 manuscrits. Certains sont imprimés, d'autres ne le sont pas. Il s'agit d'une véritable richesse scientifique. Fondée par le cheikh Mimoun ibn Amr au XIVe siècle, cette bibliothèque renferme de précieux manuscrits du Saint-Coran. D'autres concernent plusieurs domaines de sciences, dont l'astronomie et la jurisprudence. Parmi les plus importants manuscrits que nous détenons, un ouvrage de Sahih al-Bukhari écrit en or et qui appartenait à l'un des rois mérinides. Le deuxième concerne l'ouvrage de l'imam Malik dont le parchemin est fait de peau de chèvre. Le troisième concerne le livre saint qui appartenait au roi ottoman et qui a été reproduit à partir des ouvrages distribués pendant l'ère du calife Othman ibn Affan. عن كتاب طبعا التي وزعت على الأمصار رضي الله عنه وأرضاه وتعد أقدم. Cet ouvrage en jurisprudence est vieux de 4 siècles. Ses pages sont richement décorées et numérotées. Le manuscrit, repère essentiel du patrimoine ancien d'Adrar et de l'éveil religieux, culturel et scientifique qu'a connu la région, un patrimoine d'une valeur inestimable à préserver et à promouvoir. Un legs civilisationnel qui s'associe à l'histoire, au présent et à l'avenir de toute la région. Avec ce riche patrimoine, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.